En 2019, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques indiquait que 75 du milieu terrestre et 66 du milieu marin sont sévèrement altérés et qu'1 million d'espèces sont menacées de disparition, faisant planer la menace d'une sixième extinction. Par ailleurs, des événements environnementaux extrêmes affectent avec toujours plus d'intensité à la fois les écosystèmes naturels et les grandes agglomérations urbaines, et on s'inquiète désormais de la convergence croissante de catastrophes faisant se chevaucher en un même lieu et en peu de temps sécheresse, incendies et inondations, menaçant notamment la production alimentaire mondiale et précipitant des milliers de personnes dans la précarité et la migration forcée. La pandémie du COVID-19 est un autre exemple des liens étroits qui unissent les sociétés humaines et la nature et une démonstration éclatante que notre santé dépend directement de celle de l'environnement. Devant cette situation mondiale critique, différentes positions scientifiques, sociales et politiques émergent. Pour n'en nommer que quelques-unes, pensons aux sciences de l'effondrement, à l'économie verte, aux manifestations contre les changements climatiques, aux initiatives de villes en transition ou les credos de consommation individuelle zéro déchet. Ces propositions cristallisent un souci pour la nature qui s'incarne dans un engagement complexe envers l'environnement. Dans ce numéro, que j'ai dirigé avec Ismaël Vaccaro de l'Université McGill, nous interrogeons un de ces dispositifs de préoccupation pour la nature, soit les formes de conservation environnementale qui se présentent comme des solutions de rechange au mode conventionnel qui prévaut. Plus particulièrement, nous examinons d'une part comment des pratiques mettent en œuvre une intendance fondée sur l'engagement, le soin de la nature et une éthique environnementale par des mécanismes de soutenabilité et de conservation particuliers et localisés. Ces pratiques, souvent qualifiées d'alternatives, d'utopistes, de transitionnistes ou de décroissancistes, se déploient dans des contextes divers et proposent une vision différente des relations socio-économiques et environnementales. D'autre part, ce numéro thématique interroge la pertinence des définitions normatives de la conservation de la nature et les outils qu'elle suppose, tels les aires protégées. En cela, notre proposition tente d'enrichir les approches que l'anthropologie en a développées et de repenser les visions dominantes et universalistes de la conservation. Celle-ci se fonde sur une séparation ontologique entre l'humain et une nature qu'on pourrait préserver grâce au système économique capitaliste, pour qui l'environnement constitue un capital pouvant être mis à profit par la protection de la nature et les services qu'elle peut offrir. Dans les 11 articles de ce numéro spécial, nous verrons que certains groupes, ruraux et urbains, mettent en œuvre des pratiques de protection de la nature qui sous-tendent des alliances communautaires, des négociations et la collaboration avec des aires protégées institutionnelles. D'autres mettent en valeur l'environnement par des pratiques sylvicoles, agroécologiques ou halieutiques qui peuvent aussi générer des revenus. Un aspect intéressant réside dans le fait que très souvent, ces initiatives n'ont pas pour objectif explicite la conservation de la nature, comprise dans son sens conventionnel. Elles visent la soutenabilité d'un mode de vie, une intendance alternative d'un territoire, d'un paysage, d'un écosystème. Elles peuvent aussi impliquer des buts mercantiles. La diversité des cas présentés dans ce numéro nous offre l'opportunité de renouveler la compréhension des pratiques et des discours à l'œuvre. Les contributions, qui se situent dans le large spectre des perspectives critiques en anthropologie, sont basées sur des données ethnographiques de première main, recueillies dans diverses régions, offrant un riche regard comparatif. Les articles portent sur l'Amérique latine et les Caraïbes, le Pacifique, l'Europe de l'Ouest, et l'Amérique du Nord d'est en ouest.
Cette diversité est de plus marquée par la pluralité des écosystèmes explorés. La moitié des articles portent sur des enjeux maritimes et lacustres, tandis que l'autre s'intéresse aux dynamiques des terres intérieures, dont celles des régions montagneuses, où des activités de conservation, mais aussi de production agricole et écotouristique ont lieu. Un autre aspect non négligeable de la richesse des propositions est qu'elle met en jeu des dynamiques impliquant des communautés autochtones et non autochtones. En effet, il nous importait de réfléchir à la conservation alternative en mettant en dialogue ces contextes différents afin que les expériences et les enjeux puissent être comparés. Un aspect mis en exergue par les positions réflexives des auteurs de plusieurs articles de ce numéro thématique. L'examen des modes alternatifs de conservation que propose le numéro permet de faire ressortir de manière intéressante différentes stratégies locales d'engagement et d'intendance de la nature. D'abord, les articles du numéro révèlent que le souci de la nature n'est pas unidimensionnel. Au contraire, il est protéiforme et il embrasse des définitions et des formes propres au type de relations qu'entretiennent ces acteurs. Les façons dont on se soucie de la nature sont diversifiées parce qu'elles sont co-construites par des pratiques et des expériences particulières. Une nouvelle manière de les aborder se profile par les modèles de modes de vie alternatifs et de nouvelles ruralités que présente ce numéro. Par exemple, le bien-vivre et la décroissance. Les préoccupations liées à ces modèles ne s'inscrivent pas dans les canons de la conservation environnementale, internationale et étatique, et elles sont porteuses d'un souci de la nature qui diffère du naturalisme moderne. Une approche de la conservation plus compréhensive de cette diversité et de la profondeur des liens et des partenariats avec la nature prend en compte ces différents enchevêtrements de l'humain et de la nature dans lesquels cette dernière n'est pas seulement un lieu de contemplation, un lieu d'intervention ou d'extraction, mais elle est également un lieu de vie. Ensuite, il ressort d'intéressant des contributions que ces enchevêtrements ne surgissent pas dans un vide politique. Ils sont l'objet de négociations entre les différents acteurs. Ils sont au cœur de processus économiques, politiques, culturels, sociaux et historiques où des rapports de pouvoir interviennent. Les représentations de la nature et les savoirs négociés se trouvent au cœur des stratégies à plus large spectre où se déploient des projets divers, parfois contradictoires. Dans ce contexte, la conservation peut incarner une monnaie d'échange ou un acte de résistance, mettant en œuvre la collaboration et la coopération entre des acteurs aux intérêts convergents ou non. Les intérêts premiers de la conservation peuvent alors être, selon les contextes, mercantiles, communautaires ou identitaires. Il est intéressant d'historiciser le croisement de ces intérêts et la perspective historique et la projection dans le futur sont des filons pour nourrir la réflexion autour des stratégies développées dans la conservation et elles contribuent à l'enrichissement de ces approches. Enfin, les initiatives de conservation alternative s'avèrent intéressantes du point de vue de l'anthropologie puisqu'elles combinent deux perspectives qui associent autour d'expériences particulières des résistances, une éthique et une morale environnementale basées sur le bien-être, des espoirs, des utopies, des aspirations émanant de conditions historiques et structurelles qui comportent des processus de marginalisation, d'exclusion et de dépossession. Les auteurs vous proposent donc d'examiner de façon critique nos relations à l'environnement, ainsi qu'aux institutions qui les régissent en interrogeant les acceptions, les cadres et les expériences de la conservation. Ils vous enjoignent également à en renouveler la compréhension en
en explorant les intendances et les engagements environnementaux mis en avant par différents acteurs sociaux. Je vous invite à vous plonger dans ce numéro spécial d'Anthropologie et Société et dans ces différents articles pour repenser ensemble la conservation de la nature et les défis environnementaux pressants qui nous attendent.